Cela fait très longtemps que je souhaite vous faire cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du grand retour de Kang le Conquérant. Sincèrement, je n'avais jamais été aussi hypé par l'arrivée d'un personnage. En 2021, cela faisait près de 2 ans qu'Avengers Endgame était sorti. Marvel installait petit à petit sa nouvelle saga, dite du multivers, et tâtonnait le terrain en s'ouvrant vers de nouveaux contenus comme l'apparition de séries. En vrai, c'était une période un peu floue. Marvel était en plein renouveau, ils introduisaient beaucoup de nouveaux personnages, beaucoup de nouveaux concepts ou de récits sans lien véritable. Bref, il n'y avait pas de véritable direction claire. Sauf que vous le savez, on en a beaucoup, mais alors beaucoup parlé sur la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à voir cette vidéo si le sujet vous intéresse, mais la série Loki a tout chamboulé. Dans ce contenu qui traite pleinement du multivers et de ses règles, Kang le Conquérant nous est présenté sous les traits de celui qui demeure. La révélation est absolument énorme, parce que cette même année, on nous apprend que l'antagoniste est prévu pour jouer un grand rôle dans le film Ant-Man Quantumania, censé ouvrir la phase 5, avant que, quelques jours plus tard, on nous confirme carrément que le voyageur temporel va aussi incarner le méchant du prochain grand film Avengers portant le nom The Kang Dynasty. D'un point de vue marketing et teasing, c'est ultra alléchant. Ça y est, les fans ont enfin une direction sur ce que la saga du multivers prépare. Et le personnage de Kang, en tant qu'expert du temps et des réalités alternatives, est parfait pour ce rôle de nouveau Thanos. Mais si Kang le Conquérant intrigue et que la hype monte à ce moment-là, c'est en réalité aussi et surtout parce que Marvel a installé avec ce dernier les enjeux scénaristiques qui façonneront les prochains événements. Par le biais d'une stratégie de boucle, où Marvel, dans cette ambiance temporelle, nous expose la fin et donc le résultat pour tout recommencer, celui qui demeure est présenté comme le Kang qui a tout gagné. Tout comme son histoire des comics, c'est un scientifique, provenant d'un lointain futur désigné comme le 31e siècle. Une période où, grâce à son génie, il a pu découvrir et appréhender le multivers et donc les univers alternatifs. Une chose que, bien entendu, ces autres lui-même, issus d'autres réalités, ont découvert également. Et naturellement, ils se sont donc contactés, rencontrés, et chacun apportait son savoir pour enrichir les échanges et les univers des autres. Sauf que la nature de conquérant de certains variants s'est éveillée, car pour eux, mondes alternatifs équivalaient à nouvelles terres pour élargir leur royaume. La guerre multiverselle est née. Comme démontré dans Quantumania, Kang, en tant qu'expert du temps et des univers, est capable d'annihiler des mondes et même carrément des timelines. Et c'est là que l'histoire de Kang prenait déjà une forme phénoménale, car dans les comics, son pire ennemi, c'est lui-même. À cause des nombreux voyages, les réalités se sont multipliées pour donner naissance à de nouveaux mondes et de nouveaux Kang. Il est un être qui va créer d'innombrables paradoxes, boucles et autres nœuds temporels. Des problèmes qu'il tentera à jamais de résoudre, quand, devenu vieux et sage, il choisira de prendre l'identité d'Immortus avant de s'allier au gardien du temps. C'est précisément ce qui est reproduit avec celui qui demeure. Désigné comme un dieu empereur Doom de Secret Wars, mais version Kang, celui qui demeure, grâce à Alaios, a mis fin à la guerre multiverselle, avant d'isoler son flux temporel, son royaume, en évitant depuis sa citadelle de la fin des temps que de nouvelles branches naissent capables de ramener ces variants. À partir de là, tout devient donc véritablement excitant. La menace présentée par celui qui demeure, et donc Marvel, devient solide. Dans une saga liée au multivers et le voyage dans le temps, on s'attendait donc à voir différentes variations de Kang comme dans les comics. Ramatout, la période où il est pharaon d'Égypte, le Centurion, une période obscure où il s'inspire de Dr Doom, Immortus, sa forme ultime, le Conquérant, Kang, là où il est le plus dangereux, et comme l'annonce le directeur du TVA, le plus gros problème, c'est le nombre. Les Kang sont tous des experts et des maîtres en la matière. Ils sont trop nombreux pour pouvoir espérer en venir à bout. Et tout ceci s'est matérialisé avec Ant-Man Quantumania. Les variations de Kang sont montrées. Ils sont des milliers et prêts à défendre leur suprématie au travers du multivers désormais ouvert, entre de gros guillemets. Un détail fort, puisqu'ils ont volontairement banni un des leurs dans le royaume quantique, endroit qui est relié à l'univers principal
que nous suivons. Bref, on a tout. Une menace forte et commune, une porte d'entrée, un lien pour toutes les productions, et surtout, au vu de sa nature, on comprend aisément que Kang agit comme une singularité. C'est quelqu'un de spécial, comme sur papier, et particulièrement impliqué dans l'histoire de son monde, et ce, dans tout le multivers. Chose qui sera appuyée avec le concept d'agglomérateur, présenté plus tard. Mais voilà. On le sait tous, la désillusion arrive. La mayonnaise ne prend pas, d'après Marvel. Kang n'est pas assez iconique et solide pour devenir le vilain principal. Et malheureusement, les résultats des dernières productions les font douter. Quantumania aurait dû faire l'effet d'une bombe pour les fans, mais ça n'a pas été trop le cas. Et coup de grâce, Jonathan Majors, principal et unique acteur de Kang, ainsi que de tous ses variants, est au cœur d'un procès médiatique pour des faits assez graves. C'est la fin de Kang sur nos écrans. Avec l'acquisition de la Fox, Marvel a désormais l'opportunité d'introduire enfin et dignement le plus grand antagoniste de tous les temps, Dr. Doom, le véritable acteur de Secret Wars. On termine donc la seconde saison de Loki, destinée à marquer un pivot pour l'avenir de Marvel, avec le choix ultime du dieu de la malice, et on installe Avengers Doomsday pour remplacer Kang Dynasty. Mais c'est là que ça coince. Marvel aura beau dire tout ce qu'ils ont envie par rapport à Kang, ils ont tout misé sur lui au départ, et ont installé énormément d'éléments et enjeux scénaristiques qui le concernent. C'est là le fond du problème. Il faut continuer et conclure l'histoire du personnage. Doom peut remplacer Kang pour les films Avengers, mais le Conquérant ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain, sans avoir répondu aux problématiques qu'il installe. La première cartouche, c'est la multitude de Kang présentés dans Ant-Man Quantumania, qui est possiblement la problématique la plus simple à résoudre. Annoncés comme des agents du chaos qui sont dangereux entre autres de par leur nombre dans les sous-entendus de celui qui demeure, la dynastie des Kang se sent aujourd'hui menacée, voire presque découverte à cause de la mort du Kang exilé. Cela souligne donc une menace de masse à grande échelle, un ennemi en grand nombre qui a été décrit par de nombreuses rumeurs et autres scripts potentiels désormais abandonnés comme un grand pouvoir d'assaut dirigé par le trio de tête, Ramatout, le Centurion et le leader spirituel, Immortus. Une référence aux comics avec le conseil Cross-Time des Kang qui, malgré la correspondance visuelle, n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on a dans le MCU, et le conseil des Kang réunissant les 3 derniers Kang du multivers en train d'éliminer leurs variants. Et c'est ça le plus intéressant. Avec leur suprématie et la création de leur dynastie, la guerre multiverselle présentée par celui qui demeure démontre que les Kang sont prêts à annihiler les autres mondes pour assurer leur domination. Sauf que c'est encore un stade où les Kang travaillent ensemble, comme en témoigne la scène post-générique de Quantumania. Le banni présenté dans le film n'était qu'un avant-goût. Le véritable chaos vient après, quand les variants vont tous commencer à s'entre-déchirer et proposer le vrai conflit qui va tout éteindre. Élément qui aurait pu être mis en avant à la fin de Kang Dynasty ou Avengers Secret Wars. Or, bien que cette menace soit grande, elle n'est pas invincible. Et Marvel s'est assuré d'installer ce que j'estime être des portes de sortie. Celui qui demeure nous explique comment il a réussi à mettre fin à la guerre multiverselle. Il nous présente déjà une solution. Alaios, une créature sur laquelle nous allons revenir plus tard, car il y a avec ce dernier une belle symbolique qui répond à pas mal de questions. Tout ceci sous-entend donc qu'avec une immense source de pouvoir, une justification de ce type, quelqu'un ou quelque chose pourrait venir à bout de ce chaos. Un rôle qui aurait dû être attribué à un Kang, celui qui aurait su s'émanciper pour devenir à terme celui qui demeure, et qui aurait pu être celui de Quantumania, déjà bien en marge de ses autres variants. Donc on part un peu loin, mais avec un potentiel dieu empereur Doom ayant acquis un pouvoir très profond, ce dernier pourrait acquérir la capacité d'annihiler les Kang comme beaucoup l'imaginaient. Et techniquement, tout ça on le doit à Loki, qui au bout de son chemin a décidé d'opter pour le libre arbitre total, au détriment de celui qui demeure, quitte à ce que tout soit détruit malgré le retour des Kang. Loki a changé l'équation, comme il l'affirmait. Une variable qui, avec le dépassement du seuil, peut permettre l'arrivée d'un facteur inconnu. Entre autres, le facteur Doom.
pour tirer son épingle du jeu. Et additionné à tout ça, il ne faut pas oublier le TVA. La création de celui qui demeure est toujours en place et contribue à son héritage sous une autre direction. Si le TVA coupait des branches, c'était avant tout sans le vouloir pour annuler l'existence nouvelle d'autres Kang. Un objectif mis désormais au devant de la scène, et que l'organisation traite aujourd'hui avec assiduité si les variants s'emballent pour éviter le chaos. Bref, tout ça pour dire que la multitude de Kang n'est pas le réel combat. Alors, quel est le problème? Pourquoi ne peut-on pas simplement annihiler les Kang en nombre et passer à autre chose? Eh bien, le véritable souci, c'est la profondeur du récit installé derrière la multitude de Kang. Le problème, c'est celui qui demeure et sa boucle. Que je vous explique simplement de quoi on parle. L'une des plus grandes phrases de Kang le Conquérant, c'est que le temps est une cage. Une citation que Marvel Studios a volontairement bien utilisée pour présenter le personnage dans Quantumania. Et cette phrase est plus profonde qu'elle n'y paraît, car, à la toute base, Kang l'utilise pour désigner son époque d'origine, le 31e siècle. Une ère linéaire, sans conflit, totalement prospère, et qui, à ses yeux, est pleine d'ennuis. Le voyage dans le temps, pour s'émanciper du 31e siècle, symbolise donc la liberté. Sauf qu'à terme, cette phrase « le temps n'est qu'une cage » va prendre une toute autre tournure. Avec un protagoniste dont la principale compétence est le voyage dans le temps, la question du destin et du libre arbitre devient inévitablement centrale. C'est là que toute la tragédie de Kang commence. Au début, le voyage dans le temps représente la liberté, car Nathaniel, de son vrai nom, s'est libéré de son époque. En accédant au passé, il pense pouvoir réécrire l'histoire et la changer. En accédant au futur, il pense maîtriser ce qui n'existe pas encore et devenir maître de son destin. Sauf que c'est tout l'inverse. En voulant changer les choses, avec ses voyages, il va simplement donner vie à de nouvelles branches de réalité et donc d'autres lui-même. Des variations qui, se croyant elles aussi capables de s'émanciper, vont vouloir corriger les erreurs du Kang précédent pour atteindre la liberté. Mais le seul résultat sera de générer encore de nouvelles variations, et ce, à l'infini. C'est assez philosophique, mais si Kang suit à la lettre ce qu'il a vu dans le futur, eh bien alors il obéit au futur. Mais si au contraire il tente de faire l'inverse et d'échapper à son destin, ce qu'il cherche à faire la plupart du temps, eh bien on tombe dans le paradoxe de prédestination, car c'est son action de changement qui va justement générer ce futur. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple concret des comics. Le jeune Nathaniel est sur le point de découvrir le voyage dans le temps depuis son 31e siècle. Sauf qu'il va avoir la visite surprise de Kang, son lui du futur, qui, désormais âgé, marqué par ses conquêtes et ses frustrations, souhaite former son jeune lui sur le même chemin, mais sans les erreurs qu'il a commises pour qu'il réussisse là où lui a échoué. Mais voilà, Nathaniel, clamant haut et fort que sa vie lui appartient et ne voulant devenir comme le tyran qu'il a en face de lui, va s'échapper et tenter par tous les moyens de changer le cours du temps pour fuir son futur. Sauf qu'en essayant de briser le cycle, Nathaniel le provoque simplement. En s'émancipant, il croit exercer son libre arbitre, mais chacun de ses choix, et ce toute sa vie, vont provoquer ce qu'il cherchait à éviter. Nathaniel va connaître des échecs, des frustrations, de la colère. Il va se forger lui-même sans le savoir en tant que conquérant. Jusqu'au jour où, désormais âgé, il va se retrouver lui-même sans le prévoir devant le jeune Nathaniel Richards au 31e siècle. C'est cette saga de comics et c'est une excellente histoire. Je synthétise beaucoup, mais vous voyez la boucle. Le futur crée le passé, Kang rend visite à Nathaniel, et le passé engendre le futur. Nathaniel va finalement prendre le même chemin que Kang et devenir Kang lui-même. Maintenant, transposons ce concept de boucle au MCU. Celui qui demeure n'a jamais caché la symbolique de la boucle. Bien qu'adapté pour le MCU avec le concept de réalité, le directeur du TVA nous a narré le déroulement de cette dernière.
Découverte des univers, rencontre des autres lui-même, coopération avec eux, guerre des Kang, destruction des timelines, puis de ce chaos émerge un Kang, celui qui va s'asseoir sur le trône à la citadelle de la fin des temps. Ça, c'est la boucle qu'a vécu celui qui demeure. Une boucle qu'il a réussi à figer en essayant un nombre incalculable de scénarios jusqu'à arriver à la création du TVA, qui élague les branches, évitant la propagation des réalités et la connexion, ainsi que la naissance de ces variants. Mais comme il le dit lui-même, tout est destiné à se répéter au bout d'un moment. Nous sommes censés revivre cette boucle dans le MCU actuel. Et c'est là où l'on fait face à quelque chose d'un peu particulier. En fait, avec les changements opérés, il y a de fortes chances pour que Marvel joue sur une certaine forme de facilité. Celui qui demeure maîtriser toute l'histoire, mais jusqu'à un moment précis, le seuil, là où le destin qu'il a imposé cesse de s'écrire. Le moment où concrètement le cycle recommence et où il ne maîtrise plus tout à 100%. Et c'est ça en gros l'élément important. À partir de là, tout n'est que probabilité. Même s'il a tout mis en œuvre pour qu'à la fin de la saison 2, Loki se résigne à faire comme lui, le dieu de la malice a fait le choix du chaos. Et d'ailleurs, il y a une très belle référence aux comics par rapport à ça. Puisque celui qui demeure demande à Loki de tuer Sylvie, pour ensuite le rejoindre et tenter de protéger le flux temporel sacré dans le conflit à venir. Une référence à l'histoire que je vous contais tout à l'heure avec le jeune Nathaniel, puisque le Kang, âgé, pour ne pas que son jeune lui reproduise ses erreurs, va lui demander de ne jamais aimer, car c'est là d'après lui sa plus grande erreur, une chose que Loki ne va pas respecter, au détriment de celui qui demeure, qui comprend que la boucle va se répéter. Loki reproduit la même erreur que Kang. Bref, je divague, pour revenir à ce que je disais. On en revient donc à la boucle de causalité que je vous énonçais plus tôt dans la vidéo. Une boucle conscientisée par celui qui demeure. Soit Loki obéit à celui qui demeure, et donc au futur, comme le directeur l'affirme, ils protégeront ce qu'ils pourront dans la guerre à venir, et à forte chance, ils préserveront le flux temporel sacré, soit Loki, comme bien des Kang dans les comics, est persuadé de pouvoir changer les choses et décide de ramener le libre arbitre, peu importe le risque, mais en espérant que cette fois-ci, ça va marcher. Nous sommes dans la seconde option. Loki a relancé une pièce dans la machine. C'est là toute la finesse de ce qui se joue devant nous désormais. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, dans les deux cas, Kang émerge de nouveau à la fin. C'était là tout l'intérêt de cette saga du multivers, avec ce personnage iconique en son centre. Quantumania nous montrait que les Kang travaillaient ensemble. Nous étions encore, métaphoriquement, au début de la boucle. Le Kang dissident du film était l'élément perturbateur qui annonçait la guerre multiverselle. Lui qui s'est rebellé contre ses autres incarnations, qui a annihilé d'innombrables mondes ou timelines et qui a voulu changer les choses. Il était là, le grain de sable qui allait faire exploser la paix entre les Kang pour générer le chaos total, puisque de la même manière que dans les comics, il a vu le chaos de ses variants se répandre dans le multivers, il a vu les incursions sans fin. C'est une nouvelle boucle de causalité. Il a vu le futur, il veut l'empêcher, il finit par le provoquer. Puisqu'à la fin de Quantumania, les Kang sont prêts pour la guerre suite à la mort du banni et la découverte du multivers par des personnages qui ne sont pas des Kang. C'est la guerre multiverselle. On aurait vécu par la suite le chaos dans The Kang Dynasty. Et Secret Wars aurait proposé l'émergence du nouveau Celui qui demeure, qui très certainement pour toujours faire hommage à la boucle, aurait utilisé Alaios pour atteindre le sommet, non pas seulement parce que le précédent Celui qui demeure l'a fait lui-même, mais aussi parce qu'Alaios, qui est une anomalie, un monstre né des déchirures des réalités, a inévitablement vu le jour à cause des manipulations des Kang dans le multivers. Ce qu'ils ont créé se retourne finalement contre eux. Leurs péchés finissent par éclater à leur visage. Mais aujourd'hui, avec les changements, il est presque forcé que Marvel aille dans une autre direction. La facilité scénaristique attendue, après je dis ça sans mépris, ou colère ou jugement, je précise, c'est que Dr Doom soit l'acteur du changement, dans le chaos et libre arbitre ramené par Loki. Étant donné qu'après le seuil, celui qui demeure ne maîtrise plus tout et est même mort, Marvel, malgré la probabilité forte que Kang revienne, joue sur le petit pourcent de chance
qu'un facteur inconnu vienne tout chambouler. Vous l'aurez compris, Docteur Doom. Et vraiment, je le répète, je le dis sans médisance. Même sans Doom, l'action de Loki, malgré la boucle de causalité, aurait dû symboliser le marqueur du début du changement. Puisque dans le récit, la fin de la saga du multivers aurait forcément dû être la chute définitive de Kang. Et pour ce faire, il faut fermer les portes. Celui qui demeure est mort. Ravonna n'a très probablement pas survécu dans le Void finalement. On rend hommage à Victor Timely avec le manuel du TVA, mais on sous-entend que son histoire s'arrête en montrant la correction de son événement Nexus. On laisse Kang définitivement mort dans Quantumania et on laisse prétendre que le TVA peut superviser les variants existants qui ignorent justement l'existence d'une telle entreprise, voire comme je le disais plus tôt, on trouve quelqu'un ou quelque chose capable de détruire cette armée des Kang, et à terme, si on reprend la boucle qu'on mentionnait, on se retrouve avec quelque chose de plutôt similaire, mais avec Docteur Doom pour remplacer celui qui demeure. Le début ne change pas. Ensuite, guerre multiverselle, destruction des timelines avec des incursions de partout, Doom génère Battleworld, qui est sous une autre forme le flux temporel sacré de celui qui demeure, et comme on nous le fait comprendre depuis longtemps, après ça, on part sur un soft reset où le multivers est relancé, et on sort donc du cycle. Tout ça c'est bien, la boucle est différente dans la forme, mais dans le fond, c'est toujours pareil. Comment amener un soft reset ou reboot? Eh bien, c'est un sujet qui mériterait une vidéo dédiée en vrai, mais dans un récit de voyage dans le temps, de boucles temporelles et de causalité, ce que l'on va chercher généralement, c'est la source, l'élément qui déclenche tout ce problème. Et bien entendu, vous l'aurez compris, il s'agit de Kang. Et c'est là que, normalement, vous devez me dire « Oui, mais si nous sommes dans une boucle, où est le début et où est donc la fin? Kang est la source et la résolution du problème. C'est lui au début, c'est lui à la fin, qui devient le début, etc. etc. » Alors, comme toujours, je le précise, mais c'est de la théorie, hein. C'est une vision personnelle que j'ai depuis un bon moment. Peut-être je ne suis pas le seul à la voir, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a plein de rumeurs, de leaks et même d'informations officielles qui racontent que Avengers Doomsday possède des liens avec Avengers Endgame. Si certains y voient un aveu d'échec, estimant que Marvel n'arrive pas à se relever véritablement depuis la fin de la saga de l'infini, ce qui n'est pas totalement faux non plus, il y a quand même une part de vérité là-dedans, en réalité, que cela soit The Kang Dynasty ou Doomsday, revenir à Avengers Endgame aurait été inévitable, d'après moi. Je vous explique ma vision. Je vais casser un mythe, l'une des plus grandes particularités de Kang le Conquérant, c'est qu'il n'est auteur de rien. Et c'est bien là toute la subtilité de son personnage. Kang provient du 31e siècle, une époque futuriste, soit, mais une époque tardive, où la majorité des découvertes ont déjà été faites dans l'univers Marvel. Si le jeune Nathaniel a pu voyager dans le temps au départ, c'est parce qu'il a trouvé les vestiges du laboratoire de Dr Doom datant du 21e siècle, le véritable perso à avoir découvert le voyage dans le temps en premier dans les comics. Et c'est très important ce que je vous dis là pour comprendre Kang, car même s'il est un génie qui a réussi à parfaire la technologie de voyage dans le temps entre les réalités et même conquérir des univers, sans cette découverte, sans les travaux du passé, tout aurait été bien différent. C'est un véritable effet papillon. Un effet papillon qui prend du sens dans le MCU, puisque le véritable auteur du voyage dans le temps est Tony Stark. Celui qui a réussi à matérialiser le voyage, c'est Hank Pym, grâce à sa particule. Et nous allons le découvrir très prochainement avec Doomsday, celui qui va réussir à voyager, technologiquement parlant, entre les réalités en premier, c'est Reed Richards des 4 Fantastiques. Enfin, normalement. Bref, tout ça, ce sont des éléments du passé qui, additionnés ensemble, donnent la somme future Kang le Conquérant. Et on peut s'appuyer sur plusieurs petits détails comme ça. Certains estimaient que le TVA, la création d'un Kang, celui qui demeure, s'inspirait de la technologie vintage de l'univers des 4 Fantastiques. Les Kang, dans Quantumania, se téléportent tous grâce à des portails, qui sont étrangement comme celui du Reed Richards de l'univers 838. Et j'en passais des meilleurs. Pour moi, bien que Kang soit la source du problème, la source avant Kang qui lui donne vie, entre guillemets, je fais les guillemets, c'est techniquement Avengers Endgame.
Un film qui marque la fin de la saga de l'infini, mais qui représente la continuité et le début de la saga du multivers. C'est, je pense, la plus belle symbolique de faire boucler la boucle en retournant au niveau d'Avengers Endgame. Pour le fanservice, c'est vrai, mais aussi pour briser le cycle. Un moment décrit dans le premier épisode de Loki par Ravonna comme nécessaire à la conservation du flux temporel sacré designé par celui qui demeure, comme un point étrangement immuable du temps, et qui de l'autre côté, dans la symbolique, représente le moment où des erreurs ont été justement faites. On part un peu loin, mais si pour un soft reset où l'histoire est partiellement réécrite après Secret Wars, on enlève la découverte de Tony Stark du voyage dans le temps, le seul personnage du 21e siècle qui a réussi à le comprendre, car même Bruce n'y arrivait pas, eh bien, ce serait peut-être un moyen de supprimer Kang à la racine. À vous maintenant de me faire part de votre vision et de vos avis en commentaire. Alors bien entendu, j'ai fait cette vidéo en partant du principe que Disney et donc Marvel ne souhaitent pas ramener Jonathan Majors à l'écran. L'idée étant de résoudre le calvaire scénaristique lié à Kang. Et je vous avoue également, ça me fume, on a parlé tellement longtemps, j'ai développé tellement sur Kang et la boucle que je n'ai même pas eu le temps de vous parler de l'idée de base que je voulais vous partager. C'était l'émergence d'Iron Lad après Avengers Secret Wars, la jeune version de Kang le Conquérant, certainement en lien avec les Young Avengers. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo et justement en plus il y a eu des révélations récemment sur The Kang Dynasty comme quoi il y avait un script où les Young Avengers se battaient contre un Kang apparemment. Et c'est un peu ouf parce que ça fait très longtemps que j'ai cette théorie en tête et que je voulais vous faire cette vidéo et là du coup ce leak sort entre guillemets. Je pense qu'on va très vite en reparler et je vais voir ce qui a été amené pour faire un comparatif et notamment sur les comics. Ah oui, je précise aussi parce que j'ai oublié de le dire, mais l'idée d'amener Iron Lad après Secret Wars, ce serait justement d'avoir une porte de sortie pour recast le personnage de Kang le Conquérant. Mais on développera tout ça. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme toujours, c'est un vrai bonheur. En plus, on parle de l'un de mes sujets favoris, Kang le Conquérant. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, vous savez quoi faire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit boost, à vous abonner à la chaîne, à aller voir les petits shorts aussi. Et puis écoutez, c'était Argorok. Allez, je vous dis à très bientôt.